Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et on commence comme d'habitude avec une tournée autour de la presse qui a mentionné notre continent, l'Afrique, mais après cette très petite pause. Et commençons avec la RFI où nous lisons en Guinée, la commission électorale vient de donner les résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle. Elle déclare le président sortant Alpha Condé élu au premier tour avec 59,49% des voix. L'opposant Cellou Dalein Diallo, qui s'est proclamé vainqueur de la présidentielle, avant la publication des résultats, a obtenu 33,5% des suffrages selon la commission. Et enchaînons avec le quotidien Le Figaro où nous lisons le candidat de l'opposition Wavel Ramkalawan, un prêtre anglican de 59 ans, a remporté dès le premier tour la présidentielle aux Seychelles, une victoire historique dans un pays où tous les chefs d'État étaient issus de l'ex-parti unique depuis plus de 40 ans. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale. Et retournons à la BBC Afrique. Le Soudan doit normaliser ses relations avec Israël. Dans le même temps, le président américain Donald Trump a retiré le Soudan de la liste américaine des États qui soutiennent le terrorisme, débloquant ainsi l'aide économique et les investissements. En annonçant la normalisation, M. Trump a déclaré qu'au moins 5 autres États arabes souhaitaient un accord de paix avec Israël. Et enchaînons avec France 24 où nous lisons « 8 enfants ont été tués et une douzaine d'autres blessés samedi dernier dans l'attaque de leur salle de classe dans une école du Cameroun anglophone. L'attaque n'a pas encore été revendiquée et les assaillants identifiés par les autorités. Depuis près de 3 ans, des groupes séparatistes et l'armée s'affrontent dans les deux régions camerounaises du nord-ouest et du sud-ouest. C'était donc l'appel à la prière et enchaînant cette édition de notre programme Autour du monde avec la ministre du Commerce et de l'Industrie, Divine Guema, qui a examiné avec le nouveau ambassadeur soudanais au Caire les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'industrie et d'investissement. Un commentaire. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nabil Gamer, a souligné l'attachement de l'Égypte à renforcer la relation de coopération avec le Soudan, notamment dans le domaine économique, et cela à la lumière des liens historiques très étroits reliant les deux peuples. À cet effet, Madame Nagama a indiqué que l'Égypte était prête à fournir l'aide nécessaire à la partie soudanaise pour contribuer à la récupération des usines fermées dans la foulée de la propagation de la pandémie du Covid-19. Ceci s'inscrit dans le cadre d'un plan d'urgence que les deux parties égyptiennes et soudanaises vont mettre en œuvre dans le cours de la période à venir pour que l'économie soudanaise puisse reprendre ses activités industrielles de sorte à profiter aux deux pays via la création de nouvelles chances d'emploi et la formation de nouveaux cadres dont une partie sera envoyée dans des usines soudanaises qui étaient en arrêt. La ministre du Commerce et de l'Industrie a tenu ses propos lors de sa rencontre avec Mohamed Elias, le nouveau ambassadeur soudanais auprès de l'Égypte. Les discussions ont porté notamment sur les moyens à même de consolider la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'industrie et de l'investissement. L'ambassadeur soudanais a de son côté exprimé l'attachement de son pays à réaliser la complémentarité économique avec l'Égypte, notamment à la lumière de la convergence des vues des responsables des deux pays concernant la maximalisation du profit de tous les facteurs disponibles, ce qui se reflète positivement sur l'augmentation des taux des échanges commerciaux d'investissement entre les deux pays au cours de la prochaine période.
Et nous avons le plaisir d'avoir actuellement avec nous Dr Nadim Samna, expert, on peut dire, expert économique, qui va nous parler de la ministre du Commerce et de l'Industrie, Naveen Gamer, qui a affirmé la volonté de l'Égypte de renforcer les liens de coopération entre l'Égypte et le Soudan. Bonjour, docteur Nadim. Bonjour. Bonjour. Comme vous savez, les propos de Madame Naveen Gamer intervenaient lors d'une rencontre entre la ministre et le nouvel ambassadeur du Soudan au Caire, Mohamed Elias, et ce dernier a pour sa part déclaré que son pays attend avec impatience la participation de la partie égyptienne à la foire internationale de Khartoum qui se focalise sur les industries. Alors, quels sont les outils qui peuvent niveler, on peut dire, les obstacles qui entravent la circulation des échanges économiques entre les deux pays, l'Égypte et le Soudan, et qui aident également à accroître les investissements conjoints? Alors, c'est vrai que le Soudan est en train de changer et demande à l'Égypte de l'aider. Il y a une situation qui est difficile. Bon, après les événements politiques récents, c'est normal qu'il y ait un peu de changement, un peu d'instabilité en plan économique. Et c'est vrai que pour l'Égypte, c'est aussi une opportunité pour investir au Soudan et avoir cette complémentarité économique qui est tant recherchée. Il y a des avantages. Voilà, le Soudan, c'est un grand pays qui a beaucoup de ressources. Il y a bien sûr il y a des terrains, il y a de l'eau, donc que l'Égypte peut exploiter en même temps. Peut transférer une sorte de savoir-faire pour aussi permettre au Soudan de rattraper aussi le temps perdu et pouvoir, stabiliser son économie le plus rapidement possible. Alors, la ministre a déclaré l'imminence de la participation égyptienne au Conseil des affaires égypto-soudanaise qui sera un noyau essentiel dans le développement des relations économiques. Veuillez nous jeter la lumière sur ce Conseil. C'est vraiment quelque chose, oui, pour installer dans la durée, dans la continuité, un dialogue économique et un partage entre l'Égypte et le Soudan, pour que ce soit, comme vous dites, un noyau pour coordonner les actions, pour savoir disons les besoins du Soudan et savoir comment l'Égypte peut intervenir, on peut aider tous les hommes d'affaires des deux côtés s'ils veulent faire des transactions commerciales peuvent s'adresser à ce comité et pour tisser les liens, enfin tisser ce réseau. Là, comme vous avez dit, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'augmenter les échanges entre l'Égypte et le Soudan? Oui. On peut dire qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui empêche, mais ça prend du temps parce que les relations commerciales, ça a besoin toujours de temps. Là, aujourd'hui, les hommes d'affaires qui ont peut-être d'autres priorités, et petit à petit, il y a peut-être des opportunités au Soudan. Pourquoi pas en profiter, mais il faut aller sur place, il faut étudier les opportunités, commencer à trouver des partenaires locaux. Toutes ces questions prennent du temps parce qu'en général, les hommes d'affaires sont très occupés, ils ont déjà beaucoup d'affaires à gérer. Le fait de créer ce comité commun permet déjà d'aborder toutes ces questions et commencer à inciter des vocations, à dire oui, voilà, ce sont les domaines où les hommes d'affaires égyptiens sont demandés, où par exemple les produits ou les services que le Soudan souhaite recevoir ou avoir, et commencer à synchroniser. Et puis il y aura forcément, on va dire, des besoins autres que des produits et services, des besoins en formation, des besoins en réglementation. Les besoins sont multiples. Enfin, en tout cas, les dimensions, les axes de coopération entre l'Égypte et le Soudan sont multiples. Et bien sûr, on voit que toute l'année dernière, quand l'Égypte était présidente de l'Union africaine,
il y a un axe très très fort, en tout cas une priorité très très forte pour l'investissement en Afrique. Et l'apport de l'Afrique pour l'Égypte, ça commence aussi par le Soudan. Et il y a le grand projet de l'autoroute entre l'Alexandrie et Cape Town. Elle passe ici par le Soudan pour le transport de marchandises, pour plein de choses. Donc là, ça fait que du bien, c'est que des bénéfices. Cette unité. Monsieur Nadim Samna, la participation du Soudan en tant qu'invité d'honneur à la foire Tourafuna où notre patrimoine est le reflet de l'appréciation des dirigeants et du peuple égyptien envers l'État et le peuple du Soudan. Alors, selon vous, comment se traduisent cette appréciation et ces relations approfondies dans les domaines des investissements? Donc, l'Égypte et le Soudan, ça a toujours été des pays frères, on formait un même pays, un même seul pays pendant très longtemps. Donc, il y a bien sûr des relations très très fortes, sur une histoire commune. En plus on va dire, des synergies naturelles, puisqu'on partage le bassin du Nil, on partage les mêmes langues, il y a beaucoup de sujets communs. Donc, le fait de trouver des complémentarités, là, c'est facile. Il faut juste que les hommes d'affaires égyptiens commencent à aller au Soudan, à connaître ce qui se passe au Soudan, et puis du côté du Soudan, commencer à faire des planifications pour savoir quelles sont les priorités économiques du pays, quels sont les domaines où on va dire, les Égyptiens peuvent aider. Et bien sûr, ça c'est un niveau étatique, mais au fur et à mesure, il y aura une coopération au niveau des entreprises. Et là, ça sera à une dimension supérieure, en tout cas une coopération encore supérieure, ça sera beaucoup plus bénéfique. Donc bien sûr, il y a beaucoup de transactions déjà. Même l'année dernière, le volume des échanges commerciaux a augmenté de presque 20%. Donc ça montre quand même une sorte de direction positive du commerce entre les deux pays. Nous vous remercions infiniment, Dr Nadim Samna, expert en économie, pour ces explications. Et on continue avec le Nigeria, où à Lagos, dans le centre du Nigeria, plusieurs milliers de personnes animées par une vive colère ont mis à sac un entrepôt du gouvernement ce samedi, ou plutôt avant-hier, après la découverte de vivres cachés aux habitants. Un commentaire. À Jos, dans le centre du Nigeria, plusieurs milliers de personnes ont mis à sac un entrepôt du gouvernement ce samedi. La raison de ce déchaînement, une découverte. Celle-ci est de taille. Des sacs de nourriture par milliers destinés à être distribués pendant le confinement mis en place dans le pays après l'arrivée de la pandémie du Covid-19. Alors que de nombreuses personnes ont souffert, la découverte de ces réserves de nourriture ne passe pas. Les habitants de Jos s'indignent que pendant le confinement, ils étaient juste en train de cacher cette nourriture, alors que plein de gens ont souffert et sont morts de faim. Une découverte qui ne fait qu'attiser la colère contre le gouvernement. Depuis le 8 octobre, le Nigeria connaît de grandes manifestations qui dénoncent les exactions des forces de sécurité et le manque d'action du gouvernement incapable de répondre aux problèmes des Nigérians. Alors, je vous laisse avec la péninsule de Pelican Point en Namibie, qui est une destination touristique connue pour sa colonie d'otaries et ses bancs de dauphins. La semaine dernière, des milliers de bébés otaries à fourrure du Cap se sont échoués sur les côtes de la péninsule. Je vous laisse avec ce commentaire signé Shamsenemi. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Et au revoir. Des milliers de bébés otaries morts ont été trouvés sur les côtes de Namibie durant le mois d'octobre. L'association Ocean Conservation Namibia, OCN, a capturé de nombreuses images de l'événement depuis le 15 octobre. La côte atlantique est parsemée de plus d'au moins 7000 bébés otaries morts. Les petits,
issus d'otaries à fourrure du Cap ont été trouvés sur la péninsule de Pelican Point, près de la destination touristique de Walvis Bay, connue pour sa colonie d'otaries et son école de dauphins. La biologiste de la vie marine pour Océane a déclaré que plus de 12 000 autres fœtus avaient été découverts après avoir été avortés par leur mère sur les côtes namibiennes. Des chercheurs ont confirmé auprès du ministère namibien de la Pêche que ce nombre d'avortements était bien plus élevé que la normale à Pelican Point. Ils n'ont cependant pas encore pu en établir la raison ni en donner les chiffres. L'association Océane pense de son côté que la famine est la cause la plus probable car les poissons, principale source de nourriture des otaries, ont quitté Pelican Point. D'autres raisons abordées sont les toxines ou des maladies, mais rien n'a encore été confirmé. L'organisation travaille actuellement avec le ministère de la Pêche pour effectuer des biopsies et des tests. Une tragédie similaire s'est produite en 1994 lorsqu'une autre famine a entraîné la perte d'environ un tiers de la population d'otaries sur les mêmes côtes de Namibie.